Nous appelons gothique une certaine manière d'organiser l'espace architectural, de dresser la silhouette d'une église, de camper un personnage, d'infléchir des paupières sur un regard, d'infléchir des lèvres pour un sourire. Cette manière de dessiner, de bâtir, de sculpter, les contemporains l'appelaient tout simplement française, et ils avaient raison. L'art gothique était bien, comme ils disaient, l'art de France. Il ne parlait pas de la France d'aujourd'hui, il parlait d'une région plus étroite, un pays entre la Manche, la Loire, la Lorraine, qui se trouvait au XIIe, au XIIIe siècle, au foyer de tout le mouvement de croissance. Croissance matérielle, croissance culturelle, qui emportait l'Europe. Depuis là, depuis Paris, tout se répandait, le pouvoir, la richesse, la science. L'art de cette province était donc prédisposé à conquérir les autres. Or, il ne conquit pas tout. L'expansion du gothique buta contre des résistances tenaces. Ceci pour plusieurs raisons. Raison politique, des souverains rivaux du roi de France proposaient des formules esthétiques différentes pour s'opposer à lui. Raison culturelle, chaque pays, chaque province conservait ses propres traditions, ses modes, et elle dressait devant l'irruption de l'art français un écran, des barrières plus ou moins solides. Et tout naturellement, les plus vives réticences, l'affirmation d'autonomie la plus franche, où les trouvait-on? Dans la partie la plus anciennement civilisée de la chrétienté latine, dans le sud, dans l'extrême sud, nulle part ailleurs plus ferme au XIIe siècle qu'en Sicile. La Sicile. Dominant le golfe de Palerme, une église. Cette église porte un nom latin, Mont-Réal, Mont-Royal, Royaumont. Et en effet, c'est ici que l'on couronnait des rois. Et en effet, ces rois parlaient latin, c'était en latin que des prêtres célébraient ici leur louange. L'État dont Palerme était la capitale appartenait ainsi au XIIe siècle à la même communauté de culture, de religion que le royaume d'Angleterre, que le royaume d'Allemagne, que le royaume de France. Pourtant, il était différent. C'est le fruit d'une annexion, d'une conquête. La plus belle conquête de la chevalerie d'Occident. Et cette fois, un vrai débordement, puisque la Sicile, mais aussi la Calabre, la Campanie, les Pouilles, n'appartenaient pas à la latinité. Elles faisaient partie de cette zone grecque de l'ancien empire romain. C'était la Grande Grèce, et durant des siècles, une très épaisse couche d'hellénisme s'y était déposée. Et puis l'invasion musulmane avait en partie recouvert ces provinces, seconde couche, arabe celle-ci. Et enfin, des chefs de bande venus de Normandie s'étaient emparés de ce pays dans le XIe siècle. Ils avaient su conserver toute la fiscalité, toutes les prérogatives des despotes qu'ils avaient remplacés. Et dans leurs mains brutales, était passé ce carrefour des itinéraires maritimes opulents,
ouvert de trois côtés, ouvert sur les trois cultures de la Méditerranée, l'hellénique, l'islamique, la latine. Mais sous la domination des rois de Sicile, les peuples du pays continuaient de vivre à leur façon, conservaient leurs croyances, leurs traditions, leurs usages. Les princes accueillaient les troubadours, mais on parlait grec autour d'eux, on parlait arabe, on parlait hébreu. Si bien que beaucoup plus que Venise, beaucoup plus qu'Antioche, dont d'ailleurs les princes étaient siciliens, Palerme, capitale, paisiblement ouverte sur tous les horizons de la mer, c'était l'Orient, et un Orient vraiment possédé. Une colonie de la chrétienté latine. Et pour cela, ce monument, Monréal, bâti par des rois normands, pour servir de décor à des liturgies dont les officiants étaient eux aussi normands, ce monument est véritablement colonial. Ses formes sont importées, étrangères. Elles ont été reprises, transformées, de la même manière que le furent beaucoup plus tard au Mexique ou au Pérou les églises baroques. Ces formes ont été transformées par un esprit, par un tour de main, par un goût qui sont indigènes. Ici, à Monréal, un cloître, adossé à la cathédrale, comme à Vaison-la-Romaine. Ce cloître est carré comme celui de Moissac, sa structure est la même que celle du cloître de Saint-Bertrand de Comminges, parce que les fonctions de cette cour intérieure disposée pour les cheminements méditatifs sont semblables. Dans un angle, comme au Toronnais, la fontaine d'ablution, c'est le plan, ce sont les masses adoptées d'un bout à l'autre de la chrétienté romaine pour organiser la vie communautaire des chanoines ou des moines bénédictins. Et pourtant, la lumière ne joue-t-elle pas ici comme elle joue dans les jardins de Grenade? L'eau ne ruisselle-t-elle pas comme dans les médersas de Fès? Et ce n'est pas seulement affaire de climat, affaire de soleil. La raison de cette dissemblance, les colons, le roi, les gens d'église qui le servaient, n'ont pas de leurs propres mains taillé, ajusté ces pierres. L'ouvrage revint à des artisans locaux, merveilleusement habiles. Ils respectaient les grandes lignes du plan directeur, mais ils ajoutaient du leur, sachant bien que leur virtuosité, que leur sens de la couleur, plairait à ces chevaliers, à ces moines, qui devenaient irrésistiblement des Siciliens. Voici pourquoi sur le chevet de Monréal, construit sur le même principe que le chevet de tant d'églises bourguignonnes ou provençales, sur la muraille extérieure, un décor est venu s'appliquer, discret, comme une broderie, comme ces robes de soie orientales dont se revêtaient les princes normands. Un voile, mais sous ce voile, le corps change totalement d'aspect. Et ceci est vrai également du cloître. Regardons-le de près, regardons les colonnes, très fines, et semblant disposées là pour le seul plaisir des yeux. Et de fait, elles n'ont pas de rôle architectonique, elles ne supportent pas de voûtes, elles supportent des charpentes légères. Et par conséquent, gratuité, élégance. Incrustation polychrome ou bien gravure. Ce que l'on voit transposé là, ce sont les ornements de ces petits objets précieux de l'artisanat byzantin musulman façonnés pour les divertissements d'une aristocratie fastueuse. Ce sont les ornements des boîtes à parfums, des plateaux d'ivoire, des échiquiers.
jeux d'abstraction, ou bien formes animales stylisées comme sur ces tissus de Perse que les caravanes apportaient par Trébizonde, par Alexandrie, par Byzance. Dans la couronne des chapiteaux, une flore animée. La tradition classique, telle que l'avait infléchie dans la part grecque de l'ancien empire romain, le raffinement, le goût du luxe, du plaisir et toutes les séductions de l'Asie. Invention, virtuosité, comme une magie décorative où sont enveloppées ou disparaissent les structures architecturales imposées par le colonisateur. Un art qui les acclimate, qui les capture, et les voici finalement travesties. Désormais, elles paraissent chez elles paraissent nées de cette terre capiteuse qui se les est véritablement appropriée.